Il faut savoir reconnaître l'histoire, mais en même temps, il faut savoir reconnaître les changements. Donc, on est dans un moment aussi de passage. Peut-être que c'est le moment, à niveau historique, je ne sais pas si on a vécu un moment si fort où vraiment tout est vraiment, tout est la possibilité de croissance, vraiment que les chemins soient croisés. Avec le meilleur et le pire. Avec le meilleur et le pire, avec la globalisation la plus terrible, la plus homologante, mais en même temps avec une richesse qui nous permettrait de développer des autres métamorphoses. C'est le dernier bateau qui vient de naître. Il glisse lentement sur son puissant berceau et le vieux charpentier regarde disparaître. En France, il y a une ouverture, il y a une écoute, une sensibilité majeure à ces déplacements, non? Que par contre en Italie, tout ça c'est plutôt fixé, c'est plutôt pyramidal, sont des chemins plutôt traditionnel. Donc oui, c'est vrai, ce qui m'intéresse, c'est sa condition de frontière, car probablement moi-même, je suis quelqu'un de passage, importance, non? Comme dit au port, les navires ont importance, non? Mon histoire, c'est celle d'un fils d'immigrés italien né en Amérique du Sud qui revient sur ses origines en Italie. En Italie, il retrouve le travail de Pippo del Bono. Et avec lui, on participe à cette aventure qui était très formative, était très forte, très marquante. Je suis grandi avec l'idée de Grotowski, celle de l'autonomie de l'acteur, c'est-à-dire un acteur qui n'est pas quelqu'un qui répète les caprices d'un metteur en scène, mais quelqu'un qui travaille, qui développe son propre parcours artistique, donc sa propre poétique, c'est-à-dire un acteur créateur. Et donc pour moi, c'était pas mon but de devenir un commissaire d'exposition. Pas du tout. En fait, moi, je n'ai aucun intérêt de devenir fonctionnaire de l'art ou n'importe quoi. Mais par contre, pour moi, c'est simplement le travail d'autonomie de l'acteur qui élargit son champ de recherche. Non? Et donc, à un moment donné, ça passe pas pour le moment, pour le travail physique sur le plateau, mais sur le travail presque anthropologique, car en fait, le travail que j'ai fait, c'est para-anthropologique ou pseudo-anthropologique, si on veut dire. J'ai toujours un peu de respect, peur de l'académie. Donc, on me fait toujours, mes amis anthropologues vrais, on me fait des remarques. C'est très bien ton texte, mais tu n'écris pas tu cites pas les bibliographies à la fin de ton texte. Donc, donc je sais que. Donc, je ne vais pas occuper le rôle d'un autre, c'est-à-dire d'un critique d'art ou d'un anthropologue. Moi, je me pose par rapport à les artistes que je présente dans Banditti de l'Art d'égal à égal. Donc, c'est un travail, oui, bien sûr, de faire un recul pour pouvoir choisir. Finalement, c'est une exposition d'art. Et donc, il faut choisir des critères artistiques. Mais pour moi, c'est la nécessité de rester très près, très proche à ce que je considère la source même de la création, ce degré zéro de la création. Et moi, je le retrouve dans ce que vient appeler, ou qu'on appelait en passé, art brut. En Italie, vraiment, il existe une relation très, très pyramidale par rapport à l'art, donc une figure comme la mienne qui échappe des catégorisations, il a créé des bordels. Comment ce mec-là, il arrive à Paris à faire... C'est qui lui pour faire ça, etc. Et certains en France ont critiqué au début ça, certains, pas tous, il faut être honnête. On dit ça, oui, mais finalement vous tournez autour de l'art brut, mais finalement vous allez tomber toujours là.
Et je disais, mais je ne sais pas, mais pourquoi dans cette exposition, il n'y a pas seulement de l'art brut, il y a des artistes qu'on peut reconnaître dans le domaine de l'art brut, bien sûr, mais il n'y a pas que de ça. Et alors, est-ce qu'on peut se permettre de trouver une nouvelle forme ce n'est pas une catégorisation, hein, quand ça fait l'exposition finie, ça terminé Bandi. Donc, c'est une exposition que c'est un artiste qui le présente comme ça. Dans ces déplacements de cadres, c'est vraiment la naissance d'un acte artistique, vrai. Et alors, c'est ça qui m'intéresse à moi. Car je sais que moi, je dois vraiment faire un effort énorme dans ma normalité, entre guillemets, pour arriver à ces déplacements de cadres. Vraiment, je dois enlever des stratus, non, des... On me dit qu'en France, il y a un sens un peu plus agressif du terme. On me dit ça. Et en fait, pour des autres motivations, on a voulu garder les titres en italien. Ah. Mais en fait, pour moi, c'était la nécessité aussi de trouver un registre à moi qui me représentait pour réussir à embrasser tout cet ensemble de copains, de compagnons de route. Et alors, ça me restait très étroit les concepts d'art brut, ça me restait très étroit les concepts d'art populaire. Donc j'ai cherché un registre poétique qui c'est aussi un registre anthropologique. La figure d'un bandit, c'est la figure qui tout d'un coup nous fait évoquer une pulsion de liberté. Et en fait, Jean Dubuffet disait que l'art brut, c'est un contenu de violence avec une tension et une aspiration de liberté. En fait, ils sont des refuseurs. Ce sont des personnes qu'on a refusées, ou bien qui ont été refusées eux-mêmes. On pourrait dire des contrebandiers peut-être. Des contrebandiers, ouais. C'est la contrebande. Ouais. Tu passes les frontières de façon illicite. Ouais. Et finalement, oui, déplace le concept. Je pense que le travail même de eux, il te donne une ampleur tellement grande que c'est tout le contrapose à les textes, à la théorie de l'art, est si étroit, si petit. Donc c'est vraiment à l'opposé. Pasolini, c'était vraiment la personne qui, dans les années 60, il a réhabilité le mot bandit en Italie. Car lui-même se pose comme un bandit. Donc, dans les écrits corsaires, lui questionne l'idée de centre, dans son point de vue des frontières. Non? Et alors, lui dit, moi j'ai vécu ma résistance avec la R majuscule, dans le sens large du terme, et moi j'ai vécu sa résistance avec les armes de la poésie. Et donc, pour moi, cette œuvre d'art que je présente à la Saint-Pierre sont des œuvres qu'on peut les lire comme des poèmes. Et alors, comment lire des poèmes? Il faut faire vraiment un recul, il faut faire un pas à l'arrière, vraiment ouvrir les sens à 360 degrés pour vraiment réussir à percevoir sans jugement, sans dire « Ah, ça c'est l'art de fou » ou bien « Ah non, ça me ressemble à Rauschenberg ». La religion, ou les grands courants religieux monothéistes ont vidé l'esprit sacré, ont vidé l'esprit du sacré. La dimension spirituelle, elle est donnée par la religion en Occident. C'est ça. Et donc il disparaît du reste de la vie. Exactement. Hein? Et alors, la religion n'intéresse pas, et alors l'aspect spirituel, il n'existe pas. La création, pour ce type d'artiste, c'est une création que c'est vraiment par rapport à la transversalité, comme tu disais à l'origine, par rapport en haut et en bas. Donc en dimension entre les terrains et la dimension autre, que ce n'est pas seulement un Dieu, mais c'est vraiment la dimension aussi de toute puissance, la dimension aussi de création qui devient elle-même un Dieu. Non? Et nous avons des difficultés à lire ça. Car notre relation parmi l'art, c'est horizontal. Et donc nous avons besoin de nous connecter. Ah oui, ça me ressemble à Rauschenberg. Ah oui, ça c'est Basquiat. Ah oui, ah non, ça vraiment c'est l'élaboration d'un discours de le primitivisme. Ah non. Autant qu'eux, ils te déplacent.
car il se relationne avec quelque chose d'autre que tu ne sais pas bien avec quoi. Melina Riccio, que c'est une dame qui expose à l'exposition, qui a beaucoup bouleversé, car je la suivais, je la soutiens actuellement avec la mairie de la ville de Gênes. On l'a trouvé un espace où elle peut venir à créer, car c'est une vagabonde. Elle a fait 30 ans vraiment dans la rue. Elle me dit toujours, attention à ne pas vendre mes travaux. Guayate si tu vas faire ça. Et deuxième, c'est tu utilises ça comme de l'art. C'est bien, c'est une façon de t'approcher à moi, je suis content. Mais pour moi, ce n'est pas de l'art. Mon œuvre, c'est une œuvre ésotérique. Elle utilise le mot ésotérique. Car il y a vraiment des messages secrets dedans. Je peux t'expliquer certains. Mais donc, il faut entrer. Donc, et moi, j'utilise mon œuvre pour communiquer à les gens qu'il faut recréer le paradis. Ce paradis qui avait été créé par... Donc, on revient à les discours autres, non spirituels. Il faut recréer ce paradis dans la terre. Et comment vraiment il faut s'enlever les gants, elle utilise cette image, et s'enlever les gants et remettre les mains dans la boue, remettre les mains dans la terre. Cet artiste-là nous rappelle qu'un autre monde est possible. Vraiment. C'est que nous disons oui, c'est probable, oui, on verra, oui, on verra le résultat des élections. Mais eux, ils sont partis déjà. Parfois, je me sens proche aussi à eux, que dans son délire de toute puissance, ils sont des créateurs. Non, et il ne dit pas que nous faisons de la peinture, nous faisons de la sculpture, nous faisons du théâtre. Non? Ils disent, nous transformons le monde. Nous transformons le monde, oui. Les paradis, c'est possible. J'ai beaucoup de gratitude à son parcours, mais à un moment donné, j'ai commencé pour la nécessité vraiment d'amener mes recherches un peu plus loin. Et donc, parfois, c'est vraiment comme découvrir, tu tires un poignet contre un mur et tu casses, tu fais un trou. Et tu vois que de l'autre lado du mur, il y a des autres mondes possibles, non? Et ça, j'aurais jamais imaginé. Il y a des stéréotypes aussi dans notre mentalité qui proviennent des années de civilisation. Donc, alors comment aujourd'hui on peut aussi, je ne dis pas nous débarrasser, c'est trop, mais comment casser, comment remettre en question, non? Et alors pour réussir à développer une ouverture, une sensibilité, une connexion avec ce monde en train d'exploiter, en train de changer continuellement. C'est le dernier bateau qui vient de naître. Il glisse lentement sur son puissant berceau et le vieux charpentier regarde disparaître les lys toutes dorées dans le fond des eaux.